On parle à présent d'un documentaire en 2 volets diffusé sur Arte et qui décrypte de manière glaçante la montée en puissance des gardiens de la révolution en Iran. Armin Arifi est notre invité. Bonjour, vous êtes Bonjour. grand reporter au Point, co-auteur de ces 2 documentaires. Alors, avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder un extrait qui plante bien le décor. Protecteurs de la République islamique d'Iran, les gardiens de la révolution sont le bras armé du guide suprême. Leur mission originelle ? Traquer sans relâche les ennemis du régime. Mais derrière l'uniforme et les parades, ces hommes n'ont rien d'une armée traditionnelle. En 40 ans, ils ont réussi à s'accaparer tous les pouvoirs en Iran. Véritables oligarques, les gardiens de la révolution ont mis la main sur les richesses du pays, au détriment de la population iranienne. Revenons d'abord à la genèse. Les gardiens de la révolution se sont constitués en groupe paramilitaire. À l'avènement de la République islamique, ils accompagnent cette révolution islamique. Pourquoi est-ce que cette structure s'est perdurée ? Elle aurait pu intégrer l'armée régulière. Alors, au départ, l'ayatollah Khomeini n'a pas confiance dans l'armée impériale du Shah après l'avènement de la République islamique suite à la révolution iranienne. Donc, il s'entoure d'une poignée de fidèles volontaires islamistes qui vont avoir pour mission de sauvegarder, de protéger le régime, non pas les frontières du pays, et qui vont être envoyés sur le front de la guerre Iran-Irak, donc contre Saddam Hussein, tout en liquidant à l'intérieur du pays toute forme de dissidence, y compris les partenaires de l'ayatollah Khomeini lorsqu'il avait fait la révolution. Et donc, à la fin de la guerre Iran-Irak, son successeur, l'ayatollah Khamenei, va au départ penser dissoudre ce corps et l'intégrer à l'armée, et face à leur refus, il va leur donner des parts de l'économie, des prébendes, de la reconstruction du pays. Il va ensuite les faire entrer en politique. Nous sommes en 1997 pour contrer l'essor des réformateurs en Iran, et au fur et à mesure des années, les gardiens de la révolution vont détenir un tiers de l'économie du pays. Ils vont surtout être les principaux artisans de la répression du peuple iranien lors des diverses manifestations qui vont ébranler la République islamique. Alors justement, les pasdaran, puisque c'est comme ça qu'on les appelle en Iran, ils sont omniprésents, ils sont absolument partout dans toutes les sphères de la société. Ils contrôlent les femmes, ils contrôlent les tenues, ils contrôlent les moindres faits et gestes. Combien sont-ils pour être en mesure de contrôler toute la société ? Alors les pasdarans, on a une direction qui est extrêmement proche du guide suprême, et on a 190 000 personnes membres de ce corps qui possèdent également entre ses mains le Basiji, c'est-à-dire ces miliciens islamistes qui sont eux de 500 000 voire à 4 millions d'Iraniens. Donc les Basiji qui sont chargés de faire contrôler les règles islamiques au sein de la société iranienne. Les gardiens de la révolution, on va également les voir en uniforme, à la tête du programme balistique iranien, à la tête du programme nucléaire iranien. On va également les voir dans les ambassades de la République islamique à l'étranger. Ce sont eux qui, au fil des années, vont construire ce qu'on a appelé l'arc chiite, l'axe pro-iranien. Ce sont eux qui ont créé, par exemple, le Hezbollah, qui ont armé le Hamas, le djihad islamique, qui ont aidé Bachar el-Assad à mater sa propre population, qui ont aidé également les rebelles houthis à s'armer. Donc c'est une véritable pieuvre qui a de multiples tentacules, ses propres services de renseignement, mais également ses entreprises. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir les gardiens de la révolution. Je vous en prie, oui. On va revenir sur cet aspect. Est-ce qu'il y a eu un moment où les gardiens de la révolution ont pris plus de pouvoir, plus d'ampleur? Est-ce que ça a été la bascule se fait à la mort de l'ayatollah Khomeini? Comment est-ce qu'ils arrivent à intégrer à contrôler absolument toute la société? Donc c'est en 1997, lors de l'élection surprise du réformateur, car en Iran il y a les conservateurs, les réformateurs, les deux camps au sein même du régime islamique. Donc pour contrer la victoire surprise du réformateur Mohammad Khatami, à l'époque en 1997 plébiscité par une grande partie de la population, le guide suprême pousse les gardiens de la révolution à entrer en politique. Et cette entrée en politique, cette mainmise sur le champ politique va s'accentuer à l'arrivée en 2005 de Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président iranien ultra-conservateur. Et donc au fil des années, donc ça c'est pour l'intérieur du pays,
Chaque fois que l'Iran sera sanctionné, notamment pour son programme nucléaire, les gardiens de la révolution vont en profiter pour reprendre les entreprises lâchées par les Occidentaux et donc vont surfer sur les sanctions en contournant à merveille les sanctions internationales pour vendre leur pétrole. Alors ça, c'est un point très intéressant parce qu'on découvre que c'est finalement sur le terreau des sanctions internationales que les gardiens de la révolution prolifèrent le mieux et le plus. Oui, effectivement, il est quand même intéressant de noter que les gardiens de la révolution étaient contre l'accord sur le nucléaire iranien signé par Barack Obama et les Mollahs en 2015 et que a respecté la République islamique pendant 3 ans sur son programme nucléaire qui avait été circonscrit à l'époque et qu'ils ont tout fait à l'époque pour au contraire enflammer les relations entre l'Iran et l'Occident, notamment par le biais d'arrestations d'otages binationaux ou occidentaux pour des motifs fallacieux d'espionnage pour Israël. Donc on va très rapidement voir justement ces gardiens de la révolution qui bénéficient de monopole d'État en Iran. Iran, pays richissime, 2e pays en termes de gaz au monde, 4e réserve de pétrole. Et donc c'est véritablement un État dans l'État, un véritable empire qui a malgré tout besoin de la façade religieuse qui existe en Iran. On parle souvent, ce que disait l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères Ahmad Salamatian, d'alliance du turban, des mollahs et du képi des gardiens de la révolution. On est aujourd'hui de plus en plus dans une république islamique qui est avant tout militaire, une république militaire sous couvert de l'islam. Alors les sanctions occidentales va servir donc ce régime, mais les gardiens de la révolution ne peuvent pas y arriver seuls, ils ont besoin de complices. Quels sont les pays qui aident l'Iran à contourner ces sanctions internationales et donc qui se rendent complices des agissements des gardiens de la révolution? Le principal pays aidant l'Iran à contourner les sanctions, c'est bien sûr la Chine. On les remarque dans notre reportage, où une véritable flotte fantôme de tankers iraniens qui disparaît des radars avant de vendre son or noir en Chine, qui l'achète à prix coûtant, bradé. Donc la Chine permet à l'Iran d'évader les sanctions américaines, mais les gardiens de la révolution bénéficient de toutes sortes de circuits mafieux. Il ne faut pas oublier que les gardiens sont quand même derrière la création du Hezbollah et que le Hezbollah est extrêmement impliqué dans le trafic notamment de cocaïne en Amérique latine. Donc les gardiens de la révolution bénéficient de divers réseaux. Il ne faut pas oublier également les réseaux du grand banditisme et de la drogue qui leur permettent d'assassiner ou en tout cas de capturer des opposants à l'étranger. On en a encore eu une expérience dans ce film en racontant l'enlèvement rocambolesque de l'opposant iranien Rouhollah Azam qui a été attiré dans un piège alors qu'il vivait en France et qui a été ramené en Iran avant d'être exécuté. Donc on a vraiment une organisation tentaculaire qui surtout dans la région, au cours de 40 dernières années, suite au traumatisme de la guerre Iran-Irak, a poussé son influence jusqu'à contrôler pas moins de 4 capitales arabes. On parlait donc de Téhéran, capitale perse, mais également de Bagdad, de Damas, de Beyrouth, jusqu'à Sanaa au Yémen, jusqu'au 7 octobre, le jour où le Hamas et son attentat leur échappent complètement, parce que visiblement ils n'étaient pas au courant, et que cet axe, ce reflux, cette flamme se retourne aujourd'hui contre elle avec la guerre que l'on a vue, la guerre de 12 jours, menée par Israël en Iran et qui a décapité le commandant des gardiens. Documentaire en 2 volets, donc à voir et revoir sur Arte. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.